Bienvenue dans 100% Horreur. Aujourd'hui, le top 10 des lieux les plus effrayants, horrifiques. Alors évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, car l'horreur comporte beaucoup trop de lieux, sinon je devrais faire un top 50 ou un top 100. Donc je vais essayer d'argumenter la raison du pourquoi tel lieu est inclus dans le top à chaque fois, qui c'est peut-être un épisode 2 un jour, mais pour le moment ce n'est pas prévu, je pense que ça suffira. Mais voilà, si vous vous demandez pourquoi tel lieu n'est pas dans le top, bah vous vous doutez bien que c'est extrêmement vaste et qu'il fallait faire des choix. Numéro 10, le cimetière Morningside. Parce que je suis désolé, mais on ne parle pas assez de la saga Fantasme. J'ai déjà un peu donné mon avis sur celle-ci sur Twitter, si vous voulez voir, mais je le dis, cette saga est énorme. Et je parie que des séries comme Supernatural s'en sont inspirées pour le côté road trip à partir du deuxième volet, avec deux amis qui se lancent dans une quête désespérée, en sillonnant les routes du pays, en se faisant des amis, et en combattant des forces démoniaques à la recherche du monstre qui a détruit leur vie et tué leurs proches. C'est vraiment difficile de ne pas voir les parallèles entre les deux œuvres. En plus, la musique est superbe, et le croque-mort interprété par le très modeste Angus Scrimm est bel et bien un grand vilain d'horreur, même s'il ne se considérait pas forcément ainsi. Repose en paix. C'est aussi le genre de saga où, comme une histoire de famille, les acteurs reviennent encore et encore. Même quand les films n'avaient quasi pas de budget, on ressentait la passion. Et entre ça et Booba Hotep, Don Coscarelli a prouvé qu'il était un bon réalisateur de films de genre. Mais bon, là je vous parle de l'aspect road trip, car c'est ce qui a donné un souffle épique à la saga. Mais dans le premier film, ils ne sont pas encore en voyage, et il y a un lieu très spécial qui définira l'imagerie du Tolman. Le cimetière Morningside. Un endroit lugubre dans lequel cauchemar et réalité semblent parfois difficiles à séparer. Un endroit où des meurtres furent commis. Un endroit où la mort et le Tolman règnent dans des couloirs froids, lugubres, ou derrière des tombes, plongées dans l'obscurité. Un endroit où il ne fait pas bon se balader seul au risque de finir dans une autre dimension ou attaqué par l'une de ces sphères. La raison pour laquelle ce lieu est numéro 10, c'est grâce à son originalité, mêlée au côté classique du cimetière flippant. Mais il n'est que numéro 10 car la saga nous a appris avec le temps à ne pas s'attarder sur un seul lieu. Numéro 9. Amity Island. Parce qu'il y a une plage, ok, mais il y a mieux, il y a un requin. Parce que certains jurent par Jurassic Park chez Spielberg, et moi par les Dents de la Mer. Mais on va être honnête, le film est génial, mais ce lieu est numéro 9 parce que déjà de 1, c'est quoi le plus flippant? Le requin ou le conseil municipal qui décide de laisser les plages ouvertes? Ou bien les gens qui ont entendu parler d'attaques ou de morts et qui vont se baigner quand même? Encore un film où la connerie de l'humanité est mise en avant au moins autant que le monstre. Et c'est pour ça que ça mérite sa place dans ce top. Numéro 8. Le 112 Ocean Avenue ou Amityville. Et ouais, on reste avec le terme Amity. Pourtant l'endroit n'a rien d'amical, car cette maison est surnommée la maison du diable. Pourquoi est-elle positionnée à la 8e place? Et bien plus à cause de sa réputation que de mon appréciation personnelle de cette affaire et des films. Déjà les films ne sont pas très bons, et la saga est partie dans le grand n'importe quoi. Mais rien que le premier avait des effets spéciaux, disons datés pour l'époque, comme des lampes de poche pour les yeux du démon. Non, je suis désolé, ça c'est pas crédible, on le voit que c'est pas des vrais yeux. Il n'en reste pas moins que la véritable histoire derrière reste fascinante, et le fait que ça soit entre guillemets une histoire vraie avec un véritable drame lui fait gagner des points. Celle du jeune Ronald DeFeo, qui a abattu toute sa famille avec un fusil dans la nuit du 13 novembre 1974. Décidément, notre pays en sait quelque chose, ça n'est pas une date qui porte bonheur. La maison remonte aussi un peu dans le top, car elle est apparue dans au moins un très bon film avec un bon réal, le début de Conjuring 2. Merci James Wan pour ce fabuleux plan qui fait que dès que les fenêtres sont révélées, tous les fans d'horreur ont dû avoir un orgasme. D'ailleurs, parlons-en des fenêtres, de l'architecture particulière de la maison qui fait qu'on a l'impression qu'elle nous regarde. Son statut culte est indéniable, alors même si ce n'est pas ma maison hantée préférée, impossible de ne pas la mettre ici. Après avoir hésité avec la maison des Freeling, il était tout de même difficile de ne pas citer ce qui est considéré comme l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, à juste titre. C'est à l'intérieur de cette bâtisse que la jeune Regan McNeil
a fait la connaissance du capitaine Audi en jouant avec le feu, grâce à une table de Ouija. Ça n'était autre que le démon Pazuzu, et la possession a rapidement suivi dans le film L'Exorciste. Pas besoin de longs discours, la position de cet endroit se justifie par un seul et unique plan qui a été repris moult fois, y compris récemment dans Conjuring 3. Voilà, au niveau de l'atmosphère, je crois qu'il n'y a rien à redire. C'est juste l'un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma que je viens d'afficher. Souvent copié, jamais égalé. On enchaîne avec un autre classique des classiques, Psychose d'Alfred Hitchcock, qui a énormément inspiré Carpenter pour son slasher séminal Halloween. Le Bates Motel et cette grande maison derrière est juste la représentation parfaite et typique dans l'inconscient et l'imaginaire collectif de la maison d'horreur, au point que clairement, même Disneyland Paris s'en est inspiré pour sa maison hantée. Elle renferme bien des secrets et des squelettes dans ses placards, mais peut-on vraiment spoiler le twist d'un film sorti en 1960 ? Oui, ici on essaye de surprendre. On parle des lieux d'horreur, en général, y compris les moins connus. Alors on va s'éloigner du cinéma et parler de Rosewood Park, l'un des lieux principaux dans lesquels The Operator, ou le Slenderman si vous préférez, attaque les protagonistes de la web-série Marble Hornets. Dans cette web-série, Jay enquête sur son ancien ami Alex, qui ne lui donne plus de signes de vie, et son parcours l'amène jusqu'ici. Who is it? I don't know, something I've never seen before. Hello? Leave. Now. That was Alex. What? I mean, you just hung up, but that was Alex. Is he here? Hold on, I'm gonna try and call back. He's not gonna answer. I'm gonna try. You think he's following us? Probably. I mean, if he just calls telling us to leave, then we're probably about to find something he doesn't want us to see, so let's keep going. Well, we need to get out of here right now then if he's been following us. Come on, go up here and then we'll see. Come on. Come on! Come on! Si Slenderman est né sur le site Something Awful, c'est cette web-série qui a donné les éléments les plus importants du mythe du Slenderman, qui ont été repris plus tard dans les jeux vidéo. Pour rester sur le Slender, je mets donc à égalité la web-série Tribe 12, avec son walkboard et ses scènes de délire cauchemardesques. Numéro 4, Lambkin Lane, à Haddonfield, là où se trouve la maison des Myers. Alors évidemment, c'est une maison culte, où est née une légende de l'horreur et du slasher. C'est ici que Michael Myers a assassiné sa sœur à l'âge de 6 ans, avant d'être enfermé pendant des années et s'échapper une fois adulte pour commettre un nouveau massacre et y retourner. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le comics Halloween que je vous invite à voir si cette histoire vous intéresse. Certains mettraient cette maison numéro 1 à cause de son statut culte, de classique et de son influence indéniable sur le genre. Alors pourquoi est-elle seulement numéro 4 ? Oh, je sais pas, moi. Peut-être parce qu'ils ont fait aucun effort au niveau de la cohérence. Ah d'accord, dans Halloween 5, ils ont fait des travaux sur une maison qui est de toute façon abandonnée. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a gagné de la superficie, hein. Le machin, c'est un manoir, voire un château avec une tour. Vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que c'est dans la même timeline ? Ah d'accord, bien. Elle a perdu de la taille maintenant. Tout va bien. Elle a rétréci dans le Halloween 6. Mais les gars, en tout cas, je peux vous confirmer un truc. Si vous vouliez être plus proche de la maison de l'original, il n'y avait pas de balcon non plus, hein. Ah ok, le seul film qui en a eu un truc à foutre, c'est le pire de la saga, Résurrection. Tout va bien, je suis obligé de dire du bien de Résurrection. Numéro 3, le 261 Turner Lane, ou la maison de Stu Macker dans la franchise Scream. C'est là où l'acte final de 2 Scream se sont déroulés et terminés dans un bain de sang. Probablement l'endroit de la franchise qui compte le nombre le plus élevé de morts, alors attention au garage. Cette maison fut habitée par 2 psychopathes. Le premier était Stu Macker, et c'est dans son grenier qu'il laissait libre cours à ses pulsions meurtrières en mettant en scène de manière malsaine des poupées.
Cette maison a ensuite vu la naissance d'un deuxième tueur en série en la personne d'Amber Freeman, qui, obsédé par le passé de sa maison, est devenu fan de stab et s'est mise à en vouloir en réaliser un en vrai. Numéro 2. Le 1428 Elm Street. Ce sont les habitants de cette maison que Freddy Krueger a attaqué dans les 2 premiers volets de la saga. Elle fut abandonnée, mais elle revient souvent dans le monde des rêves sous une forme cauchemardesque. À part la porte bleue qui fut repeinte en rouge, la maison est restée relativement la même et respectée à travers la franchise. Même une fois délaissée, on arrive à la reconnaître. Elle a un peu changé dans Freddy vs Jason, mais étant donné sa rénovation, cela reste crédible au moins. Au fur et à mesure de la franchise, des petits indices ont semblé indiquer que Krueger aurait pu y vivre par le passé avant sa mort, et que c'est pour ça qu'il semble autant attaché à faire payer à ceux qui entrent dans ces lieux. Ce qui est sûr, c'est que si avant Nancy Thompson, son ennemi juré, y vivait, il en a bien fait sa demeure à lui, désormais, dans son monde des rêves. Numéro 1. Derry. Oui, Derry, la ville hantée par Pennywise dans Ça, une créature Lovecraftienne qui se nourrit des peurs et dévore les enfants. On ne compte plus le nombre de crimes ou de catastrophes qui eurent lieu à Derry, ni, bien sûr, l'influence néfaste de Pennywise sur les adultes de la ville qui fait que les enfants ne sont jamais en sécurité. C'est vraiment un endroit où la haine règne et où l'homophobie, le racisme et j'en passe règnent. Déjà peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce que cette ville a de spécial après tout? Pourquoi ne pas cibler un seul endroit comme la maison de Neibold Street? À cela je répondrai parce que pratiquement chaque endroit de la ville craint en fait. Et tout est relié aux égouts, ce qui permet à l'entité démoniaque extraterrestre de se déplacer partout et d'en faire probablement la ville la plus dangereuse du Maine et des États-Unis. En fait, après avoir cité autant de bâtisses et de maisons hantées, cela me semblait parfaitement logique de citer une ville tout entière en conclusion. C'est une ascension, c'est l'évolution logique. On passe de la simple maison hantée à la hantise de grande ampleur. Et c'est ce que représente Derry au final. Et si à la page 522 du tome 1 de ça, nous avons la déclaration suivante à propos d'un endroit spécifique. « Oh Seigneur, voilà bien un coin que je n'aime pas, dit Eddie, lugubre. S'il y a un bâtiment hanté dans Derry, c'est celui-là. Eh bien moi, je préfère voir les choses en large et vous laisser sur cette citation pour justifier ce choix pour la place numéro 1.